propos du dossier. Manifestement, il y en a un qui a repéré un véhicule à côté de chez lui. Il a repéré à la fois le véhicule et puis des horaires du vieux petit français, qui semble être une c'est les termes qu'il emploie. Ouais, c'est les termes qu'il emploie, qui semble être une proie facile pour se faire voler son véhicule en fait. Donc il informe son complice qu'il a repéré un véhicule à cet endroit-là. Vol de voiture avec violence, les jeunes délinquants seront jugés en correctionnel. Mais le lieutenant Sylvain craint de les retrouver un jour aux assises. C'est de la délinquance qui a un peu évolué. C'est plus de la petite délinquance de cité, c'est déjà des gars qui sont au niveau intermédiaire, quoi, qui sont peut-être prêts pour autre chose après, qui sont en devenir, on peut dire. En devenir, tous ces caïds soignent aussi leur image, une image de dur. Ils n'hésitent pas à manier la provocation. Le capitaine Olivier a trouvé des choses étonnantes lors de perquisitions. Il tient à nous montrer ces vidéos tournées par de jeunes trafiquants de drogue qui opèrent dans les mêmes cités que les voleurs de voitures. La recette d'une journée de trafic, plusieurs milliers d'euros, disposés à même le sol d'un appartement. Des dealers qui se filment, vous voyez, en faisant un bras d'honneur. Ça, c'est sous-entendu, je vous emmerde tous. J'ai de l'argent facile, je vends de la drogue et voilà, c'est ma manière de fonctionner et je veux pas faire autrement. Je suis violent et je le... Je suis violent, je le revendique et je le montre. Ça, c'est quand même, c'est effectivement une évolution de notre société qui fait peur. Une autre vidéo, celle d'un caïd de cité, tombé il y a quelques mois pour trafic de cannabis. Ben voilà, là en fait il se filme en train de simuler son attitude lors d'un contrôle de police en fait. Parce qu'on entend qu'il dit nique la police, etc. Et il faut savoir que là il se filme mais il faisait vraiment ça. Dans le réseau de trafic de voitures, les 3 principaux suspects ont été écroués. Des jeunes qui risquent jusqu'à 4 ans de prison. Voilà pour cette enquête de Emmanuel Gagné et de Patrice Hacher. Et nous sommes ici bien sûr toujours sur les plateaux de Telle France qui réalise la série PJ avec eh bien l'envers du décor, puisque ça vous le voyez, c'est du bois, c'est du contreplaqué. Mais vous allez découvrir maintenant, on va rentrer sur le plateau lui-même, le plateau de PJ que vous connaissez bien sûr, le vendredi soir. Et vous allez voir en passant là ce qui sert en fait à réaliser l'émission. Ce sont ces caméras et ces écrans qui permettent au réalisateur d'affiner ses points de vue. Alors, on va les retrouver. Bibi Nasseri, lui, il est dans le cinéma aussi, parce que c'est le frère de Sami Nasseri, puis c'est surtout aussi un scénariste. Il a écrit La Mentale, il a écrit Banlieue 13 avec Luc Besson. Et la banlieue, c'est un milieu qu'il connaît bien. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien, je passe là, parce que vous y avez vécu, ça a été votre enfance, et vous avez côtoyé un petit peu tous ces voyous qu'on voit évoluer maintenant et qu'on parle quelquefois dans la presse. Vous réagissiez en voyant le reportage. Ça vous est... Oui, parce que je me disais que c'était un petit peu... on parle de dangerosité, de délinquance, de cité, de quartier, on fait un petit peu les amalgames, mais ça on en parlera après. Et puis quand on regarde, au début, on nous parle de dangerosité, de caïds, de bras droits, de gars qui font du carjacking. C'est grave, mais de gars qui font du carjacking, qui sont armés. Et au final, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gamins qui habitent chez leurs parents, 2 gamins qui habitent chez leurs parents. Un autre, des mômes, quoi. Voilà, des mômes. Le caïd habite chez sa petite copine. On trouve chez lui quoi? Un 6,35. C'est une arme, mais c'est plus l'arme à laquelle on s'attendait. Oui, voilà. Et puis 1 000 euros. Puis après tout le monde va à la police, tout le monde se met à table. Et ensuite on nous dit qu'ils vont passer en correctionnel. Donc c'est pas très grave, on passe pas aux assises. Oui, et au début, c'était effrayant, quoi. Oui, on a montré ça en montrant un petit peu ce qu'on a appelé la pouponnière du crime. On peut dire c'est un parcours. On peut commencer par là. Ils vont avoir le pied à l'étrier comment? Ils vont démarrer comment? Ils vont effectivement être des petits choufs là, à surveiller dans la cité, les échanges de drogue, tout ça. Comment on y repérait?
Il y a les petits choufs. Les petits choufs, c'est un terme de police. Oui. Mais les petits choufs, tout en relativisant, on l'a dit, on va pas le répéter 100 fois, c'est qu'une infime partie. Une cité, c'est grand, c'est une grosse population, c'est une micro-société, c'est une infime partie de la société des cités. Et ces petits choufs, oui, bien sûr, ils ont le choix entre glander, aller travailler, livrer des pizzas et se prendre des coups de pied au cul, et puis même des fois pas trouver de boulot, des lits de faciès, des lits de langage. Ou bien avoir combien, voilà. Ça paye combien de Mais faire ils gagnent ça rien, ces mômes. Ils gagnent rien, ils sont complètement exploités. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à la fin de la journée? Ils ont pris 200 € chacun, mais c'est de l'argent. Pour un môme, 200 €, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais par rapport à la souffrance et à ce qu'ils vont perdre quand ils vont se faire mettre la main dessus, 200 €, si on comptabilise sur 1 an de prison ou 2 ans de prison, c'est ce qu'ils risquent, ça fait 10 € par jour. Alors on dit toujours qu'il y a ces petits trucs qu'on fait, bon, petit à petit on est peut-être repéré par des plus grands, des plus forts, des plus caïds déjà, qui vous font bosser comme ça, et puis on tombe. Et puis il y a la prison. Et que la prison, c'est le passage initiatique, entre guillemets, c'est là où on apprend. En fait, la prison, le souci de la prison, c'est que quand on se retrouve en prison, la peur de la prison, elle est effacée puisqu'on voit ce que c'est. Et que on a bien sûr que l'enfermement et l'arrestation fait peur, mais tout d'un coup il y a plus ce mythe de la prison quand on parle dans le quartier, la prison, la tôle, le machin, les films quand on nous montre dans les douches, les dangereux qui n'existent pas en prison. Et donc tout ça s'écroule, mais quand même il n'en reste pas moins qu'il y en a beaucoup qui se réinsèrent. Et ceux qui se réinsèrent pas, bien sûr que quand il a été en prison parce que il a fait mettre une voiture au nom de son copain qui a tout raconté, il va plus le faire ça. Bon, d'accord. Mais bon, il y a quand même des gens qui poursuivent là-dedans. On essaie de comprendre un petit peu comment on devient caïd, quoi. Ouais. On dit pas que tout le monde dans les cités va devenir caïd. Vous avez compris mon souci. J'ai compris votre souci, mais c'est pas ça ce qu'on raconte. Bien sûr, la plupart des mômes qui grandissent en banlieue vont pas devenir délinquants, bien sûr. Ou alors, s'ils font des conneries au début, ça va s'arranger par la suite, bien sûr. Mais le parcours. Et on dit que la prison, c'est important. On dit beaucoup que, vous avez écrit la mentale, qu'il y a un rapport au crime des voyous de banlieue qui est pas tout à fait le même des parents d'antan. C'est plus la même chose. Il y a plus les mêmes codes d'honneur. Il y a plus les mêmes trucs. Vous dites c'est pas vrai. Non, c'est pareil parce que on peut pas exister et on ne peut pas survivre et même durer si on respecte pas ces codes d'honneur. Parce que obligatoirement, ces codes d'honneur, ils sont imposés par le métier en fait. Ces codes d'honneur, c'est pas, en fait, ces codes d'honneur existent depuis la Cour des miracles, mais c'est pas les gens qui les ont inventés pour essayer de faire une espèce de corporation. C'est parce qu'ils sont nécessaires à la survie des individus. Un individu qui sait quand il va déraper ou faire un faux pas, il sait que ça va mettre sa vie en danger, non pas parce qu'il n'a pas respecté un code d'honneur, mais parce que il a gêné les affaires des autres, ou il a mis en danger les autres, ou il a gêné quelqu'un. Mais la violence, là aussi on dit, j'en parlais avec Jérôme Pirat tout à l'heure, la violence, ok, le milieu a toujours été violent, mais il l'était peut-être moins avant. Ou en tout cas, quand on avait recours à des méthodes expéditives, c'était pour des choses graves. Alors qu'on dit qu'en banlieue, on arrive maintenant vite, c'est peut-être l'effet de la télé, tout ça, à une violence beaucoup plus forte. Non. C'est pas plus grave aujourd'hui. Non, c'est moi, pas plus fort aujourd'hui. Je suis en train de faire une enquête parce qu'on va écrire avec un copain un bouquin justement sur cette délinquance un peu dure, un peu folle, un peu barbare. Et on retrouve dans les dossiers de la pénitentiaire, dans les dossiers judiciaires, on retrouve des phénomènes semblables où des types avaient attrapé une dame. Et c'était pas des gens issus de l'immigration africaine ou algérienne, c'était des gens issus des quartiers populaires ou de la pauvreté qui avaient attrapé une nana pour lui piquer sa bague. Ils l'ont couper le doigt sur les marches du métro. Des histoires comme ça sordides, il y en a plein. Dernière chose, qu'est-ce qui vous fascine dans le voyou? Ou qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'on peut être fasciné par les voyous? Parce qu'on est fasciné par les voyous tels qu'on les voit dans nos films d'antan avec Belmondo, Lino Ventura et tout ça. Ce qui fascinait dans le voyou, c'est que c'était un bandit au grand cœur, avec des règles morales, qu'il était beau et j'allais dire, qui protégeait, mais qui respectait la veuve et l'orphelin. Mais ce qui n'est pas vrai. Le voyou d'antan, quand il se retrouvait dans une banque et qu'il y avait les flics dehors, s'il fallait donner tirer sur la police, il tirait sur la police. Ce qui est fascine, c'est un mythe qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Mais mon opinion à moi aujourd'hui, c'est que quand on voit toute l'énergie
que mettent par exemple ces gamins pour aller piquer des bagnoles. C'est tout un travail d'aller. Steve, ils expliquent qu'ils ont suivi un bon petit Français là avec sa bagnole, ils l'ont planqué, ils l'ont suivi. Après ils ont été pour lui piquer sa bagnole. Après ils sont allés voir le garagiste, pour la maquiller, s'ils mettaient cette énergie dans le travail. Il gagnerait beaucoup plus d'argent. Moi, ça me fascine pas le métier de voyou. Ça me fascine pas parce que je trouve que c'est con de mettre tant d'énergie dans le travail, dans un travail pour gagner 1000 euros, 2000 euros. Et avec les risques qu'il y a. Avec les risques qu'il y a, alors que cette énergie, il pourrait la mettre... Merci. Voilà, je vous en prie. Merci Viviane Nasseri. Alors, on va continuer cette émission, mais cette fois-ci, on va parler de la mafia, la grande mafia, la vraie mafia, enfin celle dont là aussi, il y en a eu des films, à commencer par le Parrain. Et on va en parler parce qu'il y a Provenzano, le roi de la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, qui a été arrêté. Alors, il est très vieux. On l'a arrêté dans une bergerie où il vivait comme un gueux. Et après 42 ans de cavale, mystère. Enquête de Joël Bruandé et de Mathieu Birden dans cette Sicile où les habitants commencent à trouver que leur enquête, ça a peut-être assez duré. Deux kilomètres à peine après la sortie de Corleone en Sicile, la montagne aux chevaux. On est bientôt arrivé. Giuseppe ne s'est pas fait prier bien longtemps pour nous emmener voir la dernière planque du Parrain. Au bord de cette petite route, la bergerie la mieux gardée du pays. « 24 heures sur 24, une demi-douzaine de policiers de Palerme surveillent l'accès avec pour consigne de ne pas répondre aux journalistes. Vous n'entrez pas. Cette ferme qui a été fouillée jusqu'au dernier brin de paille par la police scientifique, ils la gardent avec fierté comme un trésor de guerre. Il y a 1 mois et demi, ici, s'est achevée la cavale de l'homme le plus recherché d'Italie, Bernardo Provenzano, le chef de Cosa Nostra. Traité de bâtard par la foule, le capo dei capi, le chef des chefs, est exhibé par les policiers qui viennent de l'arrêter après 43 ans de cavale. Le Parrain, un papy souriant de 72 ans, caché au milieu des brebis, avec quelques vêtements, 2 pistolets et des centaines de petits messages tapés à la machine. Les pizzini, des ordres donnés au lieutenant de la mafia. Pas d'internet, pas de téléphone portable, c'est le secret de cette cavale, commencée en 1963. Celui qu'on surnomme alors le tracteur n'est déjà pas un tendre. Cet excellent tireur est rapidement devenu un des hommes forts du clan des Corleone. À l'époque, Cosa Nostra fait régner la terreur, jusqu'à 4 assassinats par jour. Racket, trafic de drogue, l'organisation criminelle dégagerait aujourd'hui un chiffre d'affaires estimé à 100 milliards d'euros par an. La mafia, décapitée, est-elle à l'agonie? Giuseppe Gualtieri n'y croit pas une seconde. Ce policier qui a arrêté Provenzano se promène volontairement sans escorte dans les rues de Palerme. Cosa Nostra a reçu un coup, dit-il, mais elle est encore bien loin d'être terrassée. Cosa Nostra est déjà prête à assurer la suite. En ce moment même, pendant que nous parlons, la mafia a déjà résolu le problème du chef, en mettant en place une sorte de régence. Pour Gualtieri, on peut faire tomber les chefs, mais le plus dur, c'est de lutter contre les mentalités et les habitudes siciliennes. Nous, on peut combattre les grands actes criminels. Mais si les citoyens ne dénoncent pas tous les petits méfaits, on est impuissant. Chacun doit poser une brique pour bâtir ce mur de la légalité contre la mafia. En pleine campagne pour les élections régionales, une candidate apporte aussi sa pierre à la lutte anti-mafia. Aujourd'hui, cette pharmacienne à la retraite incarne à elle seule ce combat citoyen. Rita Borsellino, un nom bien connu en Sicile. Bonjour.
Elle est la sœur d'un juge assassiné ici même, devant chez elle, il y a bientôt 15 ans. 19 juillet 1992. Paolo Borsellino, juge antimafia au palais de justice de Palerme, est victime d'un attentat à la voiture piégée. Le juge meurt avec ses 5 gardes du corps. Malgré ce souvenir, la sœur du juge a toujours refusé de déménager. Ces 15 dernières années, le fait de passer devant cette stèle 2-3 fois par jour, ça me donne la force de continuer à témoigner. Et maintenant, c'est un engagement politique. Escortée en permanence par 2 policiers, la Borsellino s'est jetée depuis quelques semaines dans l'arène politique sicilienne. Elle parcourt la région du matin au soir. Elle est ce jour-là à Monreale, dans la banlieue de Palerme. Arpenter les allées d'un marché, ça n'a l'air de rien. Mais quand on lutte contre la mafia, ce n'est plus du tout pareil. Derrière elle, son escorte ne la quitte pas d'une semelle. Beaucoup de ces commerçants payent en silence le racket à la mafia. Alors l'accueil est parfois un peu mitigé. Ça m'intéresse pas. Vous me prenez pour une idiote? Je sais déjà pour qui je vais voter, allez, c'est bon. Moi c'est sûr, ma voix je vais la donner à cette femme. Mais je ne suis pas sûr que ça suffira. C'est vrai, c'est dur pour la Sicile, mais ça va changer. Moi je suis saisonnier, je suis obligé de vivre toute l'année avec ce que je gagne ici. C'est vrai, mais il faut garder espoir. Je suis même obligé de quitter la Sicile et pour gagner 3 fois rien. Alors votez pour Borsellino. Bonne chance. Cette grand-mère de 61 ans incarne les espoirs d'une minorité de moins en moins silencieuse. Une poignée de gens qui commencent à y croire. La tournée continue dans ce foyer pour femmes seules avec Sarina, la candidate locale de la liste Borsellino. L'arrestation de Bernardo Provenzano leur a donné des ailes. Je me demande pourquoi dans toutes les autres régions d'Italie, le financement du logement, du travail, de la santé est une chose très ordinaire, alors que chez nous, une bonne partie de cet argent atterrit, comme on l'a déjà vu, dans les poches de Provenzano, pour enrichir la mafia. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut retrouver notre dignité. Quelqu'un aujourd'hui a dit quelque chose de très beau. Qu'est-ce que nous avons de différent par rapport aux autres? Rien. Nous devons récupérer notre orgueil. Nous sommes des gens bien. Nous devons être fiers d'être siciliens. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, 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 oui. Parce que la mafia a fait beaucoup de dégâts ici. Et c'est pour ça qu'on est contre la mafia. On va gagner. Gagner, ça veut dire vaincre le très puissant Toto Cuffaro, président sortant, ami de Berlusconi et soupçonné par la justice de lien avec la mafia. En attendant, les affaires continuent. À commencer par l'activité numéro 1 de la mafia, le racket. C'est comme ça que les clans mafieux établissent leur territoire et leur autorité. Dans certains quartiers, 80% des commerçants et des entreprises sont rackettés. Ils payent ce que l'on appelle ici le pizzo. Quartier San Domenico, un des plus touchés selon la police. Équipés d'une caméra cachée, nous tentons d'aborder la question du racket avec des commerçants peu bavards. Est-ce que c'est quelque chose que lui, un phénomène qu'il connaît? Est-ce qu'il a eu, est-ce qu'il le paye, par exemple? Bien sûr, tout le monde connaît ça. Non. Et vous avez été contacté? Non, non, nous on est en règle. Nous, on est là, on travaille, on sait rien. Vous voyez, honnêtement, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu personne. Seul un commerçant dans cette rue reconnaît l'existence du racket. Ici, à Palerme, dans ce quartier, la place Saint-Dominique, la Via Roma, vous pensez qu'il y a beaucoup de commerçants qui payent? Moi, je dirais tous. Tous? Je sais pas, mais bon,
Mais quand on leur pose la question, tout le monde dit... Tout le monde dit non, qu'ils ne payent pas, c'est normal.